Bonjour à tous et bienvenue dans notre webinaire sur les modernisations des états financiers. Aujourd'hui, on va parler sur la nouvelle norme comptable pour 2025. Je vous laisse, messieurs, vous présenter et je rappelle également à l'ensemble des participants qu'on va prévoir 5 petites minutes de questions à la fin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions pendant le webinaire, de les poser dans le chat directement et on y répondra à la fin du webinaire. Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce web séminaire sur la modification de l'ANC pour 2025. Donc, je me présente, Raphaël Charles, directeur de l'activité 7000 et dématérialisation. Je serai accompagné aujourd'hui en fait de l'équipe de Recnologie qui met en place en fait le logiciel Sedge Fiscalité, qui est éditeur du logiciel Sedge Fiscalité. David va vous expliquer un petit peu tout ça en entrée. Donc, on va commencer l'approche en fait des modifications de l'ANC 2025 par une présentation en fait du logiciel Sedge Fiscalité et avec quelques détails sur les impacts sur les états financiers. Et on enchaînera ensuite dans quelques détails un peu plus comptables qu'il faudra penser pour mettre à jour la comptabilité sur 2025. David, je te redonne la main pour que tu nous présentes la société. Bonjour à tous, donc mon nom est David Guège, je suis responsable commercial chez Recnologie France. Recnologie France, c'est ex-Invoque, que vous connaissez peut-être. Et je vais rapidement vous présenter la structure, l'histoire du partenariat avec Sedge, avant de laisser la main à Salah pour la démonstration de la solution. Jessica, je peux partager l'écran? Oui, hop, c'est good. Normalement, vous voyez mon écran, ULOA, Sedge Fiscalité. Oui, on voit. Très bien. On y va. Donc, très rapidement, qui est Recnologie France? Alors, attendez, ça, il faut que j'enlève pour que ce soit plus... Ah, zut. Je vais mettre là. Voilà. Recnologie France, donc vous nous connaissez peut-être sous le nom d'Invoque. Nous sommes l'éditeur de plusieurs solutions, mais en termes de société, nous sommes 160 personnes regroupées autour de départements qui sont assez classiques pour un éditeur de logiciels. Recherche et développement, support produit et infrastructure cloud. Oui, chose importante, nos solutions sont vendues comme mode SaaS, donc dans un cloud privé. Ce cloud privé se trouve dans la région de Rouen, donc ça c'est important également pour les données. Nous avons une équipe vente et avant-vente également, une équipe marketing et classiquement une équipe juridique et administration. Voilà. Donc notre présence, elle est sur plusieurs régions françaises. En Île-de-France pour toute la partie direction et commerciale, voire avant-vente. En Normandie, donc près de Rouen, pour toute la partie hébergement et exploitation des data centers, mais également support. Dans les pays de la Loire, du côté de Nantes, pour la partie veille réglementaire, et tout ceci au service de nos clients. Qu'est-ce que nous couvrons? Nous couvrons en fait complètement la chaîne de valeur réglementaire locale, c'est-à-dire que nous couvrons le reporting réglementaire des entreprises pour la fiscalité et l'intégration fiscale. Donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Par ailleurs, nous couvrons également l'entité financière régulée, de l'entité financière régulée au régulateur. Ça, c'est pour les états financiers pour les banques et les assurances. Et nous travaillons également sur le secteur des segments du reporting financier, que ce soit des transactions, d'autres reporting financiers au niveau des risques, des statistiques, des taxes et ESG, tout ce qui concerne le développement durable. Donc, nos solutions, les voilà. Aujourd'hui, on va s'intéresser qu'à un pavé, celui de gauche, puisque les déclarations fiscales, c'est on va dire, le cœur de Sedge Fiscalité. Donc, on va parler, Salah va vous montrer tout à l'heure les déclarations fiscales, mais je pense que vous êtes familier avec l'alias fiscal, la TVA, tout ce qui se trouve ici, la TVA groupe éventuellement. Et sachez que par ailleurs, nous faisons également du reporting financier pour tout ce qui est consolidation, reporting comptable, etc., etc. Ça, c'est plutôt pour les banques à droite. Donc, Recnologie et Sedge, c'est un partenariat qui dure depuis 2021, solide, fondé sur la distribution de Sedge Fiscalité qui est intégrée aux solutions de Sedge, que ce soit FRP1000, X3. Il y a une croissance continue chaque année depuis 2021, donc le partenariat est très fort. Et ce qui est important entre nous, c'est qu'il y ait une proximité avec Sage, je dis Sedge, mais c'est en anglais, mais avec Sage.
Sage et ses partenaires comme Apogea au service de tous les clients Sage. Donc là, j'ai remis le pavé des solutions pour lesquelles nous sommes en partenariat et pour lesquelles nous allons avancer aujourd'hui. Voilà pour l'introduction. J'insiste, David, là-dessus, puisqu'en fait, ce partenariat est assez fort et avec les différentes solutions que nous proposons chez Sage, on va de plus en plus passer en fait par Recnology pour envoyer l'ensemble de nos flux à la DGI. Donc, il y a l'alliance, mais on va pouvoir aussi générer la TVA. On va pouvoir avancer sur la DAS 2, etc. Ça va être le portail en fait d'entrée et le lien avec toute l'administration fiscale, voilà, avec des ponts qui se font entre les différentes solutions de Sage. Oui, un petit mot que cela ne manquera pas de présenter tout à l'heure, c'est que effectivement le lien avec la DGFIP est naturel via le portail qui se trouve dans cette fiscalité. Jessica, je te propose de donner la main à Salah. Oui, pas de souci. Hop, c'est bon. Ok. Eh bien, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Salah Rebanna, donc consultant avant-vente sur la partie fiscalité au sein de Recnology. Donc, je vais vous faire la présentation de l'outil de fiscalité Recnology. Alors, vous le voyez à l'écran, il s'appelle Uloa chez nous, mais effectivement, quand il est présenté dans la gamme Sage, il s'appelle Sage Fiscalité. Powered by Invoke avec un logo différent, mais l'application restant exactement la même. Donc l'outil est un outil full web et full SaaS. Full SaaS, comme le disait David il y a quelques instants, nous avons c'est un outil qui est mis à disposition par Recnology par le biais de nos plateformes situées en France. Donc c'est un outil exclusivement hébergé. Et un outil full web dans le sens où nous allons accéder à l'application via un navigateur, en l'occurrence ici Firefox. Après, si vous utilisez Chrome ou Edge, peu importe, à partir du moment où vous êtes dans le tiercé gagnant des navigateurs, on utilisera directement l'application. Le principe, c'est qu'une fois que l'on accède à l'URL qui va bien, à l'adresse qui va bien, on va se connecter de deux façons, soit comme je vais le faire là, via un login et password, ou sinon on utilisera ce qu'on appelle le SSO. Le SSO étant la possibilité de se connecter via l'annuaire de votre entreprise, qui évite de réinventer des nouveaux mots de passe, d'activer ou de désactiver les utilisateurs directement par votre annuaire. Le principe, c'est qu'on est sur un outil qui va, je suis peut-être pas sur la bonne, peut-être pas sur la bonne URL. Bon, écoutez. Je suis bien sur la bonne base. Et non. À force d'avoir d'enchaîner les mots de passe, on se retrouve un petit peu coincé. Tant pis, c'est pas grave, on va l'utiliser différemment. On va faire celui-là. Ouais, ben, c'est pas grave. C'est ce qu'on va faire. On a toujours un plan B et on va utiliser directement une autre plateforme. Donc le principe, c'est quoi? C'est que l'on va travailler directement via. Alors, je suis désolé, par contre, je change de plateforme et celle-ci va être beaucoup plus longue à la détente puisque c'est une application en local. Donc malheureusement, on aura des petits temps de réponse un peu plus dégradés. Sont les aléas du direct. Donc le principe, c'est quoi? C'est que quand on rentre dans l'application, on arrive sur cet écran-là. Cet écran, c'est un tableau de bord. C'est le tableau de bord qui va permettre de piloter là où les campagnes déclaratives destinées à envoyer vos déclarations diverses et variées à l'administration fiscale, que ce soit l'alias, la TVA, les prix de transfert, les IFU, les DAS2, peu importe. On a tout un panel de déclarations qui seront disponibles ici directement. Le principe, c'est qu'on va arriver sur sur ce tableau de bord. La mécanique, c'est que tous les documents qui seront à produire, quels qu'ils soient, on va leur affecter des dates d'échéance. J'ai des liasses fiscales, j'ai un IFU, j'ai un prix de transfert, j'ai une DAS2. À chaque fois, on va affecter une date d'échéance, que ce soit la date d'échéance légale ou que ce soit une date d'échéance interne. Ma liasse fiscale est pour le 15-18 mai, mais moi, je veux que toutes les dates d'échéance soient au 30 avril parce que ça me permet, ça impose aux collaborateurs de terminer le 30 avril, mais ça me permet, moi, d'avoir un petit peu de mou, un petit peu de marge pour directement envoyer à l'administration fiscale, contrôler, amender, pourquoi pas préparer l'intégration fiscale, etc., etc. Donc, à partir du moment où tous les documents nécessaires ont une date d'échéance, quand on rentre dans le tableau de bord, on va visualiser un petit peu l'état d'avancement. Ce tableau de bord, on va le partager en trois.
La partie haute, c'est quoi? C'est tout simplement les plages de date d'échéance sur lesquelles je souhaite travailler. D'accord? On va donc ici euh, réduire ou augmenter les plages de date d'échéance, filtrer sur des périodes intermédiaires, filtrer sur des types de déclarations, ce qui va permettre ici tout simplement de filtrer un petit peu. Là, moi, j'ai choisi l'année civile. Bon, l'autre jour, on discutait avec un groupe qui ne fait que de la TVA et entre 150 et 200 TVA par mois. On va pas travailler en année civile, on travaillera par mois directement, ce sera plus simple. Le bandeau intermédiaire permet de visualiser un petit peu la volumétrie et de connaître un petit peu le statut de chacun des documents. C'est-à-dire que globalement, sur cette plage de date d'échéance, j'ai 91 documents à produire, d'accord, mais quel est le statut de ces documents? Et donc, toutes ces cases derrière sont chacun des statuts. C'est-à-dire que là, j'ai 82 documents non commencés, j'en ai 9 qui sont en cours. Est-ce qu'il y en a qui sont validés? Est-ce qu'il y en a qui sont en boîte d'envoi? Quels sont les documents terminés? Et on ira jusqu'au statut final vis-à-vis de la DGFiP. Est-ce que j'ai des documents acceptés et ou rejetés? Puisqu'on faudra bien qu'on parle des trains qui arrivent en retard, donc on va même gérer les rejets ici. Donc globalement, je sais exactement où j'en suis. Pour exagérer le trait, si à 2 jours de la date d'échéance, j'ai 91 documents, mais j'en ai 82 qui sont pas commencés, bon, il faut commencer à stresser un peu et peut-être réveiller les troupes. Troisième et dernière partie du tableau de bord, c'est tout simplement la visualisation par société. On verra ici chacune des entités, Aubépine, Catalpa, Cedrus, avec à chaque fois la raison sociale, le code, le nombre de documents à produire. Tiens, j'ai 2 documents pour Catalpa, j'en ai 7 pour Cedrus, j'en ai 18 pour Aubépine. La petite vignette un peu laide que l'on voit ici, retard, bien évidemment, le but du jeu étant de ne jamais la visualiser. Moi, je mets des dates d'échéance, j'en vois quasiment rien, donc forcément, je suis systématiquement en retard, bien évidemment. Le but, encore une fois, dans la vraie vie, c'est de ne jamais avoir cette fameuse vignette. On peut visualiser par société ou par document, c'est-à-dire qu'ici, on retrouvera directement, tiens, les DAS2, le déployé, les prix de transfert, les liasses fiscales avec leurs différents acronymes de régime d'imposition et de déclaration, tiens, j'ai une RNIS, tiens, j'ai une SCI, etc. Donc, on va pouvoir visualiser un petit peu ces éléments-là. Excusez-moi, je vais vous demander une petite, je vais juste couper le partage. J'ai juste un souci technique qui m'arrive très rarement, mais on va essayer d'y remédier pour cette problématique. Donc le but étant de vous présenter la solution ULOA et de mettre un petit peu en parallèle l'évolution que l'on va avoir avec le nouveau plan de compte et les impacts que l'on va avoir. Alors bien évidemment, on va pas voir ici toutes les modifications, mais je vais vous montrer un petit peu dans chacune des étapes de l'application comment tout cela va fonctionner et comment tout cela va s'activer, puisque on va avoir 2 impacts principaux qui sont d'une part le changement de fourchette de compte, et vous allez voir le mode de fonctionnement des fourchettes de compte, et de voir aussi, bien sûr, mais ça on ne pourra pas le voir, c'est de visualiser un petit peu les différents éléments autour de, autour des états financiers. Voilà, je suis de retour. Normalement, vous devriez visualiser de nouveau mon poste. Donc, avant d'arriver à un tableau de bord un peu fourni, comme vous pouvez le voir ici, on a à gauche un certain nombre de points d'entrée qui vont me permettre de paramétrer et de renseigner un certain nombre d'éléments pour pouvoir commencer à travailler. Si je commence par le bas, la partie administration. La partie administration, c'est quoi? C'est tout simplement tout ce qui est gestion des droits. Bien évidemment, l'application est multi-utilisateur. On va pouvoir ici intervenir à plusieurs. L'intérêt étant de pouvoir limiter les accès, les fonctionnalités pour chacun des utilisateurs intervenants. Pour chaque user, on va affecter 3 paramétrages. Le premier paramétrage, c'est le profil fonctionnel. Quelles sont les fonctionnalités auxquelles j'ai le droit? Ici, est-ce que je peux importer une balance? Est-ce que je peux envoyer aux impôts? Est-ce que je peux créer une société? Est-ce que je peux intervenir justement sur la gestion des droits? L'autre élément, le deuxième élément, c'est que pour chacun des utilisateurs, on viendra ici indiquer les sociétés auxquelles on a le droit. D'accord? J'ai le droit à la société ABC, mais j'ai pas le droit à la société YZ, etc., etc. Donc ici, on va indiquer
pour chacun des users, les entités auxquelles on a accès. On peut regrouper ces entités par groupe, par pôle, ce qui peut simplifier l'affectation. Tiens, Salah a le droit au pôle sud-ouest, un découpage géographique. Dans le pôle sud-ouest, qu'il y ait 2 sociétés ou 200, peu importe, j'ai le droit au pôle. Donc, si ce pôle fluctue, pas de problème, on aura le déversement de cette fluctuation pour chacun des utilisateurs. Troisième et dernier élément pour chacun des utilisateurs, quels sont les documents? Est-ce que j'ai le droit de faire la TVA mais pas l'alias? Est-ce que j'ai le droit de faire l'alias mais pas le relevé des frais généraux? Ainsi de suite. Donc, les 3 éléments croisés permettront, fonction, société, document, permettront d'avoir des droits assez fins, ce qui me permettra de proposer à chacun des utilisateurs l'accès tout en étant sécurisé. On retrouvera ici, dans l'administration, juste un point d'explication, ce qu'on appelle les interfaces publiques. Alors, avec cette fiscalité, on parle toujours du lien avec la compta 1000 ou la compta ICE3. Globalement, ces liens, c'est quoi? C'est tout simplement ce qu'on appelle les API, c'est-à-dire un déversement automatique. D'habitude, dans certains outils de fiscalité, on va extraire de la compta une balance au format Excel, par exemple, pour ensuite l'importer dans l'outil de fiscal. Là, il n'y a pas besoin. On va créer ici ce qu'on appelle cette connexion, cette API, et donc on aura un déversement en multi-société de chacune des balances comptables. Je gère 10 sociétés, je peux les envoyer les 10 d'un coup directement dans cette fiscalité ou ULOA, ce qui me permet d'alimenter directement les informations. C'est un déversement à la demande, c'est pas du temps réel, c'est pas parce que j'ai passé une nouvelle écriture, tiens, je passe une OD de reclassement in fine sur ma comptabilité, celle-ci apparaît automatiquement dans la fiscalité. Non, c'est un déversement ou one shot. Donc ça, c'est la partie administration. La partie paramétrage, sans que ce soit formidablement sexy, mais il faut le comprendre, on est sur une application full web et full SaaS. Full SaaS, comme je vous disais, c'est hébergé sur nos plateformes. C'est nous qui allons gérer les mises à jour. C'est-à-dire que on vous dira de vous déconnecter tel jour, telle heure, tôt le matin, tard le soir, pour nous permettre de faire la mise à jour. De toute façon, si vous oubliez, on vous déconnecte. Et donc ici, le déversement va permettre de mettre à jour les fonctionnalités, des nouvelles fonctionnalités, et bien évidemment les nouveaux millésimes, les nouveaux formulaires de TVA, de l'IAS, etc. Et on va retrouver le plan de fourchette. Alors, on va rester un petit peu sur le plan de fourchette. Le plan de fourchette, c'est le paramétrage qui va me permettre d'affecter et de déverser les comptes comptables directement dans chacune des zones de l'alias. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que si je prends le paramétrage PCG, le basique, on va retrouver ici l'intégralité des paramétrages qui vous diront, le compte 1000 au 103,99, tout ce qui est dans cette tranche de compte va se déverser dans le bilan passif, dans la zone DA, au niveau du capital. Alors, si, bien sûr, on parle des changements de l'ANC 2025, globalement, si je prends l'exemple de la VNC, on fait disparaître l'exceptionnel au profit d'exploit, on va transformer un 675 en 657. Le paramétrage va changer par défaut, effectivement. Si on cherche le paramétrage des comptes 675, il va arriver sur le 2053 en exceptionnel. Maintenant, vu que vous passez votre écriture comptable sur un 657, on viendra déverser cela ailleurs. Et ce nouveau paramétrage, on va vous le livrer. Alors, il est prévu normalement de le livrer fin de l'été. Bon, c'est un petit peu, comme je le dis toujours en plaisantant, c'est fin de l'été hors taxe. On aura toujours quelques fluctuations dans le temps, peut-être en termes de bonnes nouvelles, on aura peut-être fini avant, ou en termes de mauvaises nouvelles, on aura fini après. Mais de toute façon, il est prévu que pour la prochaine campagne fiscale, bien évidemment, vous ayez l'intégralité de tous les éléments qui vous permettront de travailler. De la même manière, on y reviendra sur les fourchettes dans les États, de la même manière, la plaquette des comptes dans cette fiscalité, elle est finalisée dans Word. C'est pour ça que les modèles que l'on fournit ici, ce sont des documents DocX qui vont permettre ici de travailler directement sur des documents Word, et bien évidemment, les modèles que l'on vous fournit seront mis à jour des nouveaux états et des différentes en embarquant les différents impacts de ces changements. Alors, on va commencer à remonter un petit peu encore dans le tableau de bord. Pour finir, avant d'arriver vraiment à travailler dans une déclaration, là, on est sur le référentiel de société. Chacune des entités va être identifiée, paramétrée ici par le biais des informations classiques, raison sociale, tirette, adresse. Le paramétrage des fourchettes, je ne l'ai pas précisé, mais les fourchettes, elles sont affectées par société. Donc, on pourrait raisonner à l'extrême. Il ne faut pas se prendre les pieds dans le tapis non plus, avec un paramétrage spécifique par entité.
Bon, encore une fois, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est justifié d'avoir des paramétrages spécifiques par société? Généralement, c'est des historiques qu'on ne maîtrise pas ou une trop forte autonomie de chacun des utilisateurs et chacun il va de sa petite modification de fourchette, alors que quelquefois il est préférable de leur vérifier dans la compta si on utilise les bons comptes. Les particularités des têtes de groupe de TVA ou d'intégration fiscale, avec bien évidemment l'indication concernant les filiales appartenant à ces périmètres, les fameuses dates d'échéance que l'on viendra positionner pour chacun des documents qui sont à produire et de dire bah tiens j'ai tel document à produire, j'ai une déclaration, tiens j'ai une DAS 2 à faire, bah la DAS 2 elle est à faire pour tiens allez on va dire que c'est pour demain, c'est juste pour vous montrer un peu l'impact que ça a sur le tableau de bord. Allez, on file sur le tableau de bord, on va commencer à travailler. On va rentrer dans la société Cedrus qui va être notre fil conducteur. Dans cette société Cedrus, le principe c'est quoi? C'est qu'on va avoir, pour chacune des sociétés, on va rentrer dans ce qu'on appelle un Kanban. Ici pour Cedrus, on vous dit il y a 8 documents à produire. Quels sont ces documents? Bah, j'en ai 4 qui ne sont pas commencés, j'en ai 4 qui sont en cours. Ah bah tiens, j'ai une base 2 avec une petite pastille qui me dit qu'il reste un jour parce que la date d'échéance est à demain, etc., etc. Le but du jeu étant d'arriver jusqu'à la dernière colonne, le dernier stade qui serait l'acceptation par la DGFiP. On va travailler, nous, sur l'alias fiscal, ce qu'on appelle la RNIS. Donc, encore une fois, comme je le disais, ce sont les acronymes, excusez-moi, je fais juste un test, ce sont les acronymes comment dire, ah voilà, non, toujours pas, tant pis. Ce sont les acronymes liés au régime d'imposition et de déclaration. Donc, on va avoir ici l'ouverture de la déclaration. Pardon, encore une fois, ma machine, comme c'est du local, c'est assez lent. Donc, on va ici avoir un espace de travail qui est commun à tout le monde, hein, à toutes les déclarations. C'est-à-dire, en haut, j'ai le bandeau du contexte, je suis sur Cedrus, je suis en 2023, je suis sur l'alias fiscal, j'ai des petites pastilles rouges et jaunes qui vont m'indiquer ici quel est le statut des anomalies. Est-ce que j'ai des anomalies bloquantes ou non bloquantes, rouge ou jaune, tout simplement. J'ai à gauche le volet de navigation qui va me permettre de me déplacer dans les différents formulaires que je vais visualiser en face de moi sur l'espace de travail. Les états sont déjà alimentés. Pourquoi? Bah, je suis sur cette fiscalité, le déversement des balances s'est fait et a été lancé. Donc encore une fois, c'est un déversement des balances en multi-sociétés. Je gère 10 sociétés, bah, les 10 balances vont se déverser automatiquement et les 10 liasses fiscales vont être alimentées. On va retrouver des états avec un color coding relativement simple. Alors, les documents sont hauts en couleur, mais au moins on comprendra chacune des cellules. C'est-à-dire qu'ici, les zones en bleu, ce sont des zones alimentées par des fourchettes de compte. C'est-à-dire qu'ici, globalement, si je prends une cellule un peu vague, autre créance, en cliquant sur les 3 petits points, on va retrouver ici directement le détail des cellules. Voilà tous les comptes qui se sont déversés dans cette cellule. Je peux très bien changer l'affichage, je vais lui dire, bah non, on va plutôt afficher les fourchettes de compte plutôt que le détail des cellules. On pourrait même lui demander, allez, tant qu'à faire, en cliquant jusqu'au bout sur toutes les options, d'afficher directement toutes les fourchettes de cette zone, qu'elles soient mouvementées ou non. Donc là, on a un panachage de toutes les fourchettes, mouvementées ou non. Alors honnêtement, moi je préfère cette présentation directement, on attaque dans le vif du sujet. J'ai le détail des comptes. Bien évidemment, on garde en mémoire vos choix. Si vous gardez ces cases à cocher, on vous affichera bien évidemment le détail des fourchettes et non pas le détail des comptes. Celui-ci est exportable vers Excel directement pour cette zone-là. Tiens, cette zone est exportable vers Excel, mais j'ai la possibilité de visualiser le détail complet de l'actif. J'ai les 3 petits points en haut à droite qui vont me permettre d'ouvrir le détail des comptes. L'ouverture du détail des comptes va me permettre ici de visualiser le détail actif, passif, résultat directement avec les présentations que je souhaite. J'ai un bouton paramétré qui me permettra éventuellement de changer. Là, je compare 2 périodes, mais je pourrais très bien lui dire, ben non, affiche-moi plutôt la variation actif et passif directement. Et donc, on aurait ici la variation des postes du bilan actif et passif directement. J'ai bien mes 2 périodes avec ma variation en écart et en pourcentage. On peut très bien avoir les centimes, pas les centimes, les kilos, je ne veux que le passif. Et surtout, je vais pouvoir extraire ce détail sous différents formats, mais ce qui m'intéresse, c'est principalement de l'Excel. Et donc, cette présentation, hop, ce détail des cellules va me permettre, dans Excel, d'être un peu dynamique. C'est-à-dire que globalement, on va avoir un détail des comptes
mes 3 états, hein, actif, passif, résultat. Un peu dynamique, c'est-à-dire qu'on va avoir un mode plan Excel qui va me permettre de déployer ou de réduire les différents postes. Si je sélectionne tout ça, vous voyez en bas à droite, j'ai une somme, puisque ce sont des montants, il comprend bien que ce sont des montants, je peux faire des formules, annoter, calculer des éléments, etc. Aucun souci là-dessus. Un petit aspect que vous n'avez peut-être pas remarqué, c'est que ma liasse, elle n'est pas fermée. C'est-à-dire que quand j'ai ouvert le détail des comptes, il l'a ouvert dans un deuxième onglet. Le côté full web, c'est de travailler sur un navigateur. Quand vous êtes sur un navigateur, vous naviguez sur Internet, vous avez plusieurs onglets ouverts parce qu'on a plusieurs sites. Ça peut être plusieurs onglets pour le même site. On va considérer ici que l'application Cette Fiscalité, c'est un site. Donc, on va pouvoir aussi ouvrir en multi-onglet. Vous allez voir que ça ouvre quand même pas mal de possibilités en termes de confort de navigation et en termes de simplicité de navigation. On n'est plus sur des empilements de fenêtres. Ici, si j'avais ma liasse par-dessus le détail des comptes, par-dessus un autre paramétrage, on ne sait plus où donner de la tête, on voit plus l'info d'origine. Là, au moins, on a les deux éléments. Si j'ai un deuxième écran, je peux embarquer le deuxième onglet sur un deuxième écran et avoir encore un confort d'utilisation un peu plus important. Excusez-moi, je reviens vite fait sur ma connexion. J'aimerais bien utiliser cette plateforme parce que... Non, bon, écoutez, tant pis. Tant pis. Donc ici, le principe, c'est qu'on va retrouver, ici les zones alimentées par des fourchettes. Elles sont éventuellement surchargeables. C'est-à-dire que j'ai envie d'écraser ou besoin d'écraser le montant calculé, je peux saisir. La zone apparaît en rouge, qui m'indique que j'ai une donnée qui a été forcée. Alors moi, je ne vais pas le faire sur les 4 premiers tableaux, puisque autant justement utiliser le paramétrage de la balance et les fourchettes de compte. Mais quand je vais demander le détail de cette cellule, on me dira, tiens, j'ai une pastille qui me dit, tiens, c'est ajusté. Tiens, j'ai ici le libellé qui m'indique que c'est ajusté. On aura même une information complémentaire en disant, avant, j'avais 1 milliard 146, maintenant, j'ai 45 millions. Qu'est-ce qu'on fait? On garde pas? Comme je vous le disais, moi, je supprime. J'aime pas faire ça sur les 4 premiers tableaux. Les zones en vert, ce sont des formules. Là, ici, c'est le brut moins l'amortissement, rien de bien méchant. J'ai l'intégralité des zones qui apparaissent pour comprendre le calcul. Et les zones en jaune, ce sont des zones de saisie ou d'import. Je vais utiliser, j'ai encore le temps, je vais utiliser un exemple qui disparaîtra bien évidemment justement dans peu de temps, l'année prochaine. Les charges et produits exceptionnels, j'ai des éléments à saisir. Je vais pouvoir dire, tiens, j'ai une VLC pour un montant de temps. J'ai des pénalités pour un montant de temps, etc., etc. Donc, soit on y va de sa plus belle écriture, on va saisir les éléments. Alors, ça pourrait être, j'aurais pu prendre l'exemple sur les provisions et charges à payer non déductibles, hein, ça serait plus cohérent. Mais on pourrait aussi, pourquoi pas, utiliser ce que l'on appelle l'import de fichiers Excel. Et on va avoir ici, globalement, excusez-moi, vous avez vu, même mon Excel est un peu long. On va avoir ici les libellés des charges et produits exceptionnels, le montant des charges, le montant des produits. Alors globalement, ces éléments-là, on va pouvoir les importer directement. Je reviens dans l'application, je vais chercher les 3 petits points, importer document. C'est un formulaire que je souhaite importer. Et donc, on aura ici les scripts d'import qui sont fournis en standard et qui vont, ici, je vais choisir dans les charges et produits exceptionnels et lui indiquer où se trouve le fichier. J'ai la mention que le fichier est valide et donc on va pouvoir importer tout cela. Le principe, c'est qu'il va déverser les informations directement dans les formulaires à partir des scripts d'import que l'on vient de voir, à partir des scripts d'import qui sont fournis par défaut. Vous pourriez vous-même en créer, mais globalement, l'intégralité des formulaires sont normalement équipés. Et si je regarde, j'ai ici dans le fichier Excel, j'ai 26 lignes de détails. Dans l'application, on va respecter le cadre SERPA. J'ai pas du tout pris le bon fichier en réalité. Ça va pas. Je suis pas très bien aujourd'hui. J'ai pas fait gaffe, mais je crois que j'ai pris le mauvais fichier, parce que je vois des bénéficiaires, et pour moi, c'est les DAS 2. Donc c'est le mauvais fichier que j'ai pris, mais c'est pas grave, décidément. Et on n'est pas vendredi. Et donc ici, globalement, juste pour vous montrer, on a 26 lignes
On a 26 lignes de libellés, de charges et produits exceptionnels, avec les montants des charges, les montants des produits. Et globalement, lors de l'import, l'application va ici vous dire, tiens, je vais, dans le cadre du SERPA, j'ai que 5 lignes à dispo, donc je vais importer les 5 premières lignes. Et je vais retrouver ici le reste des lignes dans une annexe. Il y a besoin de 2 pages, 3 pages, 14 pages, peu importe, c'est lui qui va les créer directement à partir du fichier Excel. On peut aussi utiliser pour des accélérateurs, je vais aller dans les filiales et participations. Donc vous avez vu, on importe la balance, ça alimente une grosse partie de l'alias. Je peux saisir ou importer des éléments complémentaires. Et certains peuvent être, les filiales et participations, on va dire que c'est toujours les mêmes d'une année sur l'autre. Je peux très bien leur dire, tiens, dans gérer saisie, importe-moi, copie-moi les textes depuis le N-1. Copier les textes ou les montants. Ici, on va copier les textes directement, puisque je sais pas si je prends, tiens, je reprends l'exemple des provisions et charges à payer non déductibles. Tous les ans, j'ai de l'organique, un peu d'effort construction, une provision de départ en retraite, des choses de ce type-là. C'est jamais les mêmes montants. Je peux très bien lui dire recopie-moi les textes, et ça sert à rien de recopier les montants puisqu'ils seront changés. Ici, j'ai recopié les textes. On va dire que les pourcentages de détention c'est plus les mêmes, donc je vais pas recopier les montants. Ici, c'est hop, tout le monde a gagné, tout le monde est à 100%. Hop, zou, la vie est belle, et j'ai renseigné mes infos. Donc voilà un petit peu comment on peut alimenter l'alias de manière relativement simple, import de balance, saisie ou import complémentaire, ou de la recopie d'un exercice à l'autre. En termes de navigation, comme je le disais, on va utiliser aussi les possibilités en full web. C'est-à-dire que là, je suis sur 2023, je suis sur les filiales et participations. Ah tiens, j'avais quoi en 2022? Je vais être sûr de moi. Je peux très bien ici lui dire, tiens, ouvre-moi l'exercice N-1. On va faire mieux, on va lui dire copie-moi l'onglet et on va ouvrir 2022 sur le deuxième onglet. Ce qui va vous permettre d'avoir deux onglets qui vont afficher ici les informations de 2023, les informations de 2022. 2022, alors vous le voyez, il est en noir et blanc. Pourquoi? Parce que je suis en lecture seule. La déclaration, elle a été envoyée à l'administration, elle a été acceptée, mon exercice est clos, on n'en parle plus. Donc je vais pas pouvoir accéder à N-1. Mais j'ai mes deux exercices en parallèle. Je peux encore une fois embarquer ça sur le deuxième écran. Je peux utiliser ça sur le même exercice, sur la même liasse. Puis sur la filiale et participations, on va me poser la question, tiens, en fait, c'est quoi le chiffre d'affaires? Je n'ai pas envie de fermer mon doc, je vais aller ouvrir sur un clic droit, ouvrir sur un deuxième onglet, je vais aller chercher le chiffre d'affaires, le compte de résultat avec mes 52 millions. Tout comme, justement, je suis en train de travailler sur les filiales et participations. C'est quoi l'adresse de Cedrus Atlantica? Je vais faire un clic droit sur le paramétrage société et je vais avoir ici le référentiel société. À moi d'aller voir l'adresse directement de Cedrus Atlantica directement. Donc, cette navigation multi-onglet assez pratique, aussi bien pour moi, pour travailler de manière simple, que de travailler de manière collaborative, c'est-à-dire que je suis en train de travailler, je pose la question à mon collègue, excuse-moi, tu sais comment on remplit ce truc-là? Lui peut se connecter, on est tous les deux en télétravail, il est chez lui, il va se connecter directement sur la même liasse que moi, sur la même période, il sera en lecture seule, en revanche, mais il verra en temps réel ce que je suis en train de faire, un peu comme le GoToWebinar qu'on est en train de faire, mais lui aura la possibilité de naviguer. Moi, pendant que je suis sur les filiales et participations, lui est en train de regarder le tableau des IMO parce qu'il a des questions sur l'affectation ou les variations des IMO de l'exercice. Donc, on a cette souplesse en termes de navigation, de multi-onglets, etc. Alors, si je reviens au sujet, on va juste refaire un petit focus sur, parce qu'on va aussi se servir du multi-onglet. Si je reviens sur la modification, je reprends mon exemple de la VNC. Donc, on passe d'un 675 à un 657 de mémoire. Donc, ici, mon 675, on va le retrouver. Si on regarde les fourchettes, on va retrouver ici, hop, dans les fourchettes, on va visualiser, on vous dit du 670 au 674,99 et hop, on va aussi avoir les paramétrages de fourchette directement ici sur ces comptes-là. Alors, le principe, c'est que derrière, on va retrouver, on aura aussi les 775, on va retrouver ces changements. Donc, vous voyez que la possibilité de visualiser directement le détail des cellules en termes de compte issus de la balance ou en termes de fourchettage calculé ou proposé par l'application. L'intérêt, c'est qu'on peut, tiens, par exemple, je veux changer des fourchettes en live.
on va travailler, on va pas les changer directement sur la déclaration. On peut les changer ici directement, encore une fois, en utilisant le multi-onglet. Je suis sur mon formulaire, j'ai mon paramétrage de fourchette. Alors, bien sûr, on ne peut pas modifier. Vous voyez, dans les paramétrages de fourchette, on a certains paramétrages en italique et d'autres en pas italique, en normal, j'ai envie de dire. Les italiques, c'est tout simplement les plans de compte standards. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les modifier. C'est celui qu'on vous fournit en standard. Si vous souhaitez le modifier, vous pouvez faire un export et un réimport sous un autre nom, tout simplement. Ici, j'en ai un, il doit être actif celui-là. Ouais, voilà, très bien. Je peux très bien ici dire, justement, tiens, je veux travailler uniquement sur les documents du 2052, uniquement un compte de début qui commence ou qui contient 675. Hop, bon, ce sera 70 plutôt. On va même mettre commence plutôt. Ce sera plus simple. Blablabla. Commence par 67 par exemple. Donc on va pouvoir utiliser. Si je cherche un 67 dans le 2052, ça marchera pas. Donc ici, on va lui dire un 657, un 75, j'ai bien mes 2052. Effectivement, si je suis sur le mauvais état. Ici, on pourrait très bien dire, voilà, je veux sur le 2052 aller modifier à la fourchette, toto, tutu, tata, etc., etc. Donc, on va pouvoir ici travailler sur des fourchettes de compte. On a des contrôles qui se font directement. Ici, par exemple, je veux changer n'importe quoi, 650 à 654. Je vais pouvoir ici lui dire, tiens, je veux modifier cette fourchette et changer la fin. Tiens, je vais mettre du 650 au 653. Quand je ferme, on aura derrière des contrôles qui vont me dire, c'est ce qu'on va faire, on va pas chercher ça, on va mettre du 100 au 103. Au 105. On va faire ci. Voilà. Ici, je vais me retrouver avec des contrôles de chevauchement ou de doublons, ou de disjonction, qui me permettent de voir en live ce qui colle pas. Ah tiens, vous êtes en train de vous tromper, etc. Donc vous avez ces contrôles qui sont faits en live directement ici. Et donc, effectivement, nous ce que l'on va faire, c'est qu'on va vous livrer pour la fin de l'été des paramétrages de modification de fourchette. Vous allez pouvoir tester en avance et de dire, tiens, avec la balance N, voilà ce que ça donne sur ma liasse. Avec ce nouveau paramétrage, mais pour la même balance, qu'est-ce que ça donne en termes de présentation? On va vous dresser la liste de tout ce qui est modifié entre le paramétrage actuel et le paramétrage à venir. Vous voyez que les paramétrages ici sont millésimés, c'est-à-dire que mon paramétrage de fourchette, que ce soit le PCG, un paramétrage photo, tutu, tata, ils sont millésimés, donc vous aurez un paramétrage 2025 différent du paramétrage 2024. On va vous dresser la liste de toutes les différences qui va permettre de pouvoir pister un petit peu ce qui a été modifié. Ça va aussi permettre, si des clients au jour d'aujourd'hui utilisent déjà cette fiscalité, ont déjà modifié des fourchettes de compte, nous, on ne va pas venir écraser votre paramétrage et le modifier en disant, oui, mais pas de chance, il y a des modifications à faire, donc on écrase les vôtres et on met les nôtres. On va justement vous fournir cette différence de paramétrage pour que vous puissiez mettre à jour vos propres paramétrages en disant, oui, mais moi, j'ai énormément personnalisé le mien, je vais juste rajouter les personnalisations ou les modifications apportées par l'éditeur. Donc, voilà un petit peu le mode de fonctionnement des fourchettes. Vous voyez qu'il y a tous les outils qui vont bien, qui me permettent de suivre les fourchettes entre mon détail des cellules, mon détail des fourchettes, l'outil de fourchette qui permet de contrôler, l'outil de fourchette qui permet d'extraire et de réimporter des fichiers depuis Excel, faire ses propres modifs dans Excel directement. Donc, on va pouvoir travailler énormément là-dessus, sur ces éléments qui vont me permettre de suivre un petit peu ce qui se passe dans avec ces modifications. Et bien évidemment, le détail des comptes que l'on verra ici. L'intérêt, c'est qu'on aura aussi ces détails de compte, extrait vers Excel. Je peux extraire les mêmes détails de compte. Je pourrais, pourquoi pas, on peut même, je vais plus loin, pardon, j'ouvre un autre onglet. Dans l'application, on peut créer des exercices comptables. Ça, vous allez me dire, heureusement. Mais là, j'ai déjà un 2023. Je pourrais très bien créer un autre exercice 2023
On me dit qu'il existe déjà. C'est un exercice annuel, mais je vais rajouter ce qu'on appelle une classe. Une classe, c'est simplement rajouter un code. On va mettre test, T pour test, et je vais créer un deuxième exercice. Ce qui fait, je suis intégré fiscalement, donc il envoie ça aussi sur les filiales. Donc, ce qui fait que j'ai deux exercices 2023. Ce qui fait que je pourrais, pourquoi pas, importer, conserver mon ma fiscale et mes états avec la balance et le plan de fourchette affecté. Je pourrais, pourquoi pas, utiliser l'exercice parallèle et d'importer une balance et de voir un petit peu ce qui a été modifié à partir des nouvelles comptabilisations que j'aurais pu faire dans ma comptabilité. Et pourquoi pas, vu que j'ai la possibilité dans l'application de changer ce que l'on appelle le comparatif, lui dire, tiens, va me comparer 2023 et le 2023 test, qui me permettrait de comparer, tiens, j'avais 10 millions sur les exceptionnels, j'en ai plus que 3 parce que le reste est monté en exploitation. On pourrait même faire ça, pourquoi pas, puisque vous avez vu que cette souplesse de changer, de créer des exercices en parallèle, de changer, pourquoi pas, le comparatif, et avoir ces éléments-là sans avoir à vous créer des états complémentaires. Je vois que le retour, il faudrait quand même que j'avance un petit peu. Voilà Oui, un mais c'est petit bien peu. ça là, parce que ça là, avec ce que tu nous as montré, on voit toute la richesse du produit. Donc, dans le cadre de la réforme, il y aura un nouveau plan de compte qui sera mis directement via le millésime. On pourra faire des comparatifs avec les impacts des changements, etc., sur le N-1 et sur le N. Exactement. Voilà, ça nous donne quand même toute la souplesse en fait de l'utilisation du produit. Merci. Exactement. C'est exactement ça. Bon, vous avez vu en douce pendant que Raphaël précisait certaines choses. J'essaie de me connecter sur mon autre plateforme, mais définitivement, elle est quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, ce qui m'oblige à changer aussi un petit paramétrage, mais ça, ce sont les aléas du direct. Je sais pas ce qui se passe. C'est une plateforme mutualisée, donc je pense que je me suis fait avoir et donc on va changer un petit paramétrage, blablabla. Bla, 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 bla. Ça, j'en veux pas et ça, j'en veux pas. Voilà, très bien. C'est le 3 qui m'intéresse, donc celui-là, je le fais sauter. C'est le principe. L'autre aspect de cette, l'autre aspect de cette réforme, ça va être aussi le changement des états financiers. On va le voir dans quelques minutes. Alors, juste pour terminer sur cette, sur l'établissement de l'alias, tout simplement. Donc, vous avez vu pour l'établissement de l'alias, j'ai ma balance qui se déverse, je complète avec de la saisie ou de l'import d'éléments, je vais modifier pourquoi pas les fourchettes, recopier les éléments depuis le N-1, donc j'ai fini ma liasse. Si je veux regarder mes concordances, les concordances, vous allez vous retrouver avec des anomalies bloquantes en rouge, avec à chaque fois le bouton consulter qui vous ramène à la zone qui ne va pas, et les anomalies non bloquantes, pareil, le même bouton consulter. Je vais prendre le même exemple que j'ai systématiquement. Tiens, je vais aller voir dans l'affectation du résultat. Le 2058C, patatras, total 1 différent du total 2. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai la possibilité, pourquoi pas, de mettre un petit commentaire qui serait de dire, tiens, vous allez voir que je l'utilise jamais. Hop, voir le partager. Donc, je me mets un petit commentaire ici directement. J'ai l'horodatage qui dit, tiens, c'est Salarié Mana qui, le 2 juillet, a fait un commentaire. Moi, demain, je suis pas là. C'est Raphaël qui prend le relais sur la DIAS. Il peut très bien mettre un autre commentaire. Et j'aurai, alors, vous voyez, c'est un peu une fenêtre, un peu limite en mode SMS. C'est pas du chat, c'est pas du temps réel, mais j'aurai le commentaire de Salah, le commentaire de Raphaël, le commentaire de David, etc., etc. On a le petit picto qui indique que j'ai un commentaire sur la partie, sur la zone. Et j'ai aussi le petit icône de commentaire. Si je clique dessus, on va vous dresser la liste de tous les commentaires. Il y en a un, il y en a deux, il y en a 22. Peu importe, ils seront tous là. Et ce commentaire, vu qu'il est rattaché, il est posé sur une cellule qui est inclue dans le contrôle, le commentaire est aussi au même niveau que le contrôle. Ça pourrait très bien être, tiens, il y a 2 € d'écart, non applicable, vu avec Madame Dupont, pas de problème. Et ce sont aussi des anomalies en temps réel. C'est-à-dire que globalement, si je vais prendre l'exemple que je prends tout le temps, hop, je vais prendre celui-là, j'ai 14 anomalies bloquantes, dépôt normal ou provisoire de la déclaration, on va répondre à la question, c'est un dépôt normal, et on va remonter. Automatiquement, j'en ai plus que 13, le but étant d'apurer au fur et à mesure toutes vos anomalies directement et d'arriver à 0. Alors ça pourrait être l'inverse, j'ai corrigé quelque chose, ou j'ai renseigné quelque chose, et paf, ça me crée 4 autres anomalies, mais voilà, les calculs sont faits en temps réel directement. La version qui va être disponible en octobre permettra aussi de faire ses propres contrôles. Bon, on a quand même déjà ce qu'il faut, mais pour les
pardon pour l'expression, les furieux du contrôle, on peut toujours s'en rajouter, aucun problème. On va avoir aussi, je suis désolé, c'est pour ça que je ne voulais pas utiliser cette plateforme. On va recopier tous les textes, ça va être un petit peu longuet. On va avoir aussi ce que l'on appelle, c'est pas grave, on sautera cette étape. Comme ça, là, on va voir que c'est un peu trop long sur le local. Non, vraiment pour cette plateforme. C'est pas grave. On va quand même laisser partir cette manip. Le principe, c'est que voilà, une fois que j'ai corrigé toutes mes anomalies bloquantes. Là, j'ai triché, j'ai recopié celles que j'avais supprimées. Donc, j'ai plus que des anomalies bloquantes. Dans la vraie vie, il faudrait aussi les corriger. Ce que l'on peut faire, c'est que l'on va marquer comme validé. Marquer comme validé, c'est de figer cette déclaration. C'est de dire, ben voilà, j'ai terminé cette déclaration. Elle va basculer en lecture seule, un peu comme celle de 2022, le N-1. On va se retrouver avec des documents en noir et blanc, non accessibles. J'ai fait ma liasse, je la valide afin de lancer le process suivant qui sera de dire je vais générer le fichier EDI et l'envoyer à l'administration. On va pas le faire parce que c'est trop long sur cette machine en local et donc on va simplement s'arrêter à la validation. Sachez et gardez en mémoire qu'on peut très bien dire bah, ça là tu as les droits de faire la liasse, tu as les droits de valider, donc ta liasse est validée, mais les fonctions qui viennent d'apparaître, réouvrir, marquer à revoir ou générer le fichier EDI, ne te sont pas autorisés, donc c'est quelqu'un d'autre qui va prendre le relais. C'est Raphaël qui fait la suite du process, tout simplement. On va considérer qu'on a généré le fichier EDI, etc., etc. Ce fichier EDI, quand on va l'envoyer à l'administration fiscale, on va aller dans ce qu'on appelle la boîte d'envoi. La boîte d'envoi va permettre d'envoyer directement en web service, donc en choisissant son fichier et en cliquant sur le bouton envoyer, vos fichiers partent directement à l'attention de l'administration fiscale. Et moi, ce que je vais vous montrer, c'est ce qui se passe après. Ce qui se passe après, c'est qu'une fois que c'est parti, on va vous dire ici, bah tiens, c'est Salah Remadna qui a fait la génération du fichier EDI le 1er mars à 17h32. Il l'a envoyé aux impôts, au portail Invoque à 17h36. Le portail, il a reçu, il l'a analysé à 17h38 et il l'a renvoyé à 17h54 pardon, à l'administration. Et le même jour, à 18h58, l'administration a répondu avec patatras, soit un rejet, soit bien évidemment une acceptation. C'est soit noir, soit blanc, il n'y a pas de gris. Et donc on vous dira, bah voilà, qu'est-ce qui s'est passé. Donc là, l'infobulle vous dit, blablabla, il y a un problème de sirène. Bon, on va peut-être pas s'embêter à regarder l'infobulle. On peut très bien lui demander d'extraire directement le compte rendu au format PDF directement pour qu'on puisse le consulter. Pourquoi pas l'archiver si c'est une acceptation. Ici, on me dit la catégorie fiscale du formulaire est inconnue, etc. Bon, je prends moi des sirettes de la population test. C'est une fois sur deux, ça marche pas. Ici, le nom de la société qu'ils attendent, c'est Madame 01, donc ils attendent un impôt sur le revenu, alors que moi, je leur envoie l'IS. Mais on va pouvoir aussi, dans cette boîte d'envoi, avoir un push mail des trois éléments. Vous recevez un mail qui dit le portail l'a reçu, un mail qui dit le portail l'a envoyé, c'est le cachet de la poste qui fait foi, et un mail qui vous dit voilà le retour de l'administration avec ce que je viens de vous montrer, soit dans l'infobulle, soit dans le compte rendu. Et vous aurez un impact directement dans le tableau de bord qui vous dira qu'est-ce qui est accepté, qu'est-ce qui est rejeté, qu'est-ce qui est en cours de route vers la DGFiP. Allez, on bascule à la plaquette. La plaquette, comment on va fonctionner on fonctionne de deux manières. On va couper le process en deux. On va renseigner toute une série de documents dans un document qui s'appelle annexe. On va retrouver ici la copie de l'alias fiscal, mais débarrassée du formalisme CERFA, les codifications, les renvois, etc. Vous retrouvez des documents complémentaires comme la variation des capitaux propres, le tableau de flux de trésorerie, justement, les ventilations de chiffre d'affaires, l'affectation du résultat avec soit des zones de saisie, soit des reports de l'alias. Ici, tiens, bon, on va vous dire, depuis le passif, on va récupérer telle zone. Et vous retrouverez aussi des documents vierges, par exemple ici, là, il ne l'est pas en l'occurrence, mais qui sera à saisir. Et là, on lui dira, bah tiens, allez, on va mettre 666, 888, là, on va rien mettre. On va rien mettre, et on va mettre au trimo corporel, on va mettre du 222. Voilà. Et donc ici, on va renseigner les informations. À partir du moment où je vais enregistrer ce document, il est stocké, les informations sont stockées. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va ici, maintenant,
faire la deuxième étape de la plaquette et travailler sur la plaquette sur un document qu'on appelle WordExpert. WordExpert, c'est quoi? C'est tout simplement un module qui va, on va ouvrir le document en parallèle, c'est un module qui va faire le lien entre ULOA et votre document Word, d'accord, et qui va permettre de déverser les informations de manière automatique. C'est-à-dire qu'ici, on va avoir un bouton complémentaire qui s'appelle Invoke Expert. On va se connecter pour créer le lien entre ULOA, cette fiscalité, et mon document Word. Et là, vous allez avoir, voilà, cette barre verte qui va actualiser. Moi, je suis sur la société Cedrus 2023. C'est pour ça que je fais exprès d'ouvrir le modèle qui a été créé sur Acacia 2021. Et là, globalement, vous le voyez quand même dans la barre de titre qu'il veut travailler sur Cedrus 2023. Et donc, il va mettre à jour tous les éléments à partir de votre société et du document annexe qui vient d'être alimenté directement dans ULOA. Alors, il ne s'agit pas de faire, à chaque fois que je change un chiffre, de faire une actualisation, sinon vous allez vous retrouver, comme nous actuellement, hypnotisé par une barre verte qui avance. Donc là, tout se met à jour, Cedrus, ou bien en 2023. Alors moi, j'aime bien afficher le volet de navigation. Et donc ici, dans le menu Invoke Expert, il n'y a pas beaucoup de fonctions. D'une part, il y a afficher les codes. Afficher les codes, c'est quoi? C'est simplement de vous dire, tout est variabilisé. Nous, quand on a construit le modèle que l'on vous met à disposition, on a tout construit sur la base de formules. Et là, on vous dit le logo, le nom, l'adresse, la date de clôture. Dans le bilan passif, on va dire, tiens, dans ULOA, on va chercher dans le document passif la zone DA, DB, DC, les en-têtes, les pieds de page. Tout est variabilisé. Si on se partage un peu le travail, globalement, tout ce qui est données chiffrées ou référentielles, c'est nous qui le déversons avec des formules. Par contre, tout ce qui est blabla, tout ce qui est laïus, ce sera à vous. Nous, on vous met un laïus générique. Maintenant, à vous de mettre le laïus qui va bien directement. Vous voyez que mon tableau de crédit bail, il est alimenté des différents chiffres que j'ai indiqués ici directement. On pourrait même, si on le souhaite, parce que nous, on vous donne un document, allez, pour une plaquette en réel normal, globalement, elle doit faire entre 70 et 60-70 pages. Charge à vous de faire le ménage. Tiens, il y a un tableau de conversion, j'en ai jamais, je le squeeze. Tiens, moi, l'écran CDET, je les mets tout avant les provisions. Je sais pas pourquoi. Tiens, le laïus, moi, je le mets ici, etc., etc. Donc, charge à vous de construire la plaquette qui vous intéresse, avec éventuellement la cosmétique, je change la police, je mets un logo, etc., etc. Mais en revanche, il n'y a pas besoin de toucher aux formules. Si on regarde les formules du crédit bail, ici, il va vous dire, moi, je vais chercher depuis ULOA, dans le document qui s'appelle crédit bail, la zone I1. Si je regarde peu importe l'état, il suffit que je trouve un état ouvert. Bien évidemment, j'en ai pas. C'est pas grave. On va ouvrir les annexes. Si je vais voir le document crédit bail, chacune des zones porte un nom. Et celle-ci, elle s'appelle I1, I2, I14, I13, etc. Donc, globalement, le lien est fait. On vous dit, on va chercher dans le document crédit bail telle zone. Donc ça, c'est paramétré, c'est pré-paramétré. Vous n'avez pas à vous en inquiéter ou à vous en occuper. Globalement, vous allez simplement vous travailler sur est-ce que c'est bien rempli, est-ce que l'information que j'ai indiquée, est-ce qu'elle est correcte, et le laïus. Le laïus, après, vous pouvez très bien vous dire, tiens, on va rajouter un petit texte ici au niveau des stocks. On pourrait même lui dire, il n'y a rien à voir ici, mais c'est les zones que je connais le plus facile. Le capital est 2. Moi, je vais rajouter le montant du capital. On va lui dire, insérer une page ou une cellule. Je vais aller chercher dans cette liste qui apparaît le bilan passif. On va aller chercher le capital, on le fait glisser. Et le chiffre d'affaires est de 2052, chiffre d'affaires, etc., etc. Donc, on peut ici même rajouter des variables, puisque lui, il ira chercher, si je demande d'afficher les codes, il vous dit, depuis le bilan passif, je vais chercher telle zone. Je change de société, je change de période, il mettra à jour, bien évidemment, avec les éléments. On peut aussi, c'est un client Sage qui nous l'a demandé, annexer les SERFA. On prend le document, on le fait glisser, et là, vous avez directement les SERFA qui apparaissent. Vous avez vu avec mes chargés produits exceptionnels que j'avais renseignés durant la démo, vous avez votre SERFA qui apparaît directement. Et on pourrait, pourquoi pas, ajouter un détail des comptes. Je le prends ici, je le mets là, hop. Et là, on va, bien évidemment, on ne le met pas n'importe où comme je le fais, on insère une page et
et on met un titre, etc. Et là, vous avez votre détail des comptes qui s'est déversé. On commence par le bas, je suis sur le résultat, on va remonter jusqu'au passif, etc., etc. Et jusqu'à l'actif, ça sert à rien qu'on remonte pour le voir. Donc, vous retrouvez aussi le détail des comptes. Pareil, je change de société de période, on aura bien évidemment les éléments qui vont se modifier et se mettre à jour. Donc, voilà comment on va construire une plaquette. Et la plaquette qui vous est fournie aujourd'hui, bien évidemment, le modèle qui vous sera fourni en fin d'année va venir, sera complété de tous les documents complémentaires et modifiés avec cette réforme de l'ANC, des éventuelles modifications sur le compte de résultat entre la suppression des transferts de charges, de l'exploit, de l'exceptionnel, etc. Donc, de modifier tous ces éléments-là, de travailler aussi sur les tableaux de flux de trésorerie, etc. Le tableau de flux de trésorerie, il va quand même demander un petit peu plus, entre guillemets, de travail. Pourquoi? Parce que on travaille sur des flux. Donc forcément, il y aura des éléments à saisir ou à rectifier manuellement, puisque à partir d'une balance comptable, les flux sont pas forcément tous très très propres. Même si on va ventiler les flux sur les IMO, les amortissements, les provisions, il y a certains éléments qu'il faut quand même aller revérifier et réadapter. Donc voilà un petit peu comment on va fonctionner dans cette fiscalité de manière générale, mais bien évidemment à l'aune aussi des modifications de l'ANC qui sont prévues, qui vous seront livrées et qui seront standardisées directement dans l'application. C'est pas chacun des clients utilisateurs de la solution qui sera dans son coin à se dire alors il y a quoi dans les nouveautés, qu'est-ce que je dois faire? Tout sera livré avec du avant-après, ce qui vous permettra de bien évidemment appréhender tous ces paramétrages en complément bien sûr, de toutes les modifs qui seront faites dans la comptabilité. Mais ça, justement, je vais passer le relais à Raphaël pour vous parler de tout ça. Eh ben parfait, Salah. Merci beaucoup pour cette présentation et merci de nous montrer là le bonheur de pouvoir faire une plaquette dans Word et d'avoir en fait l'ensemble des informations comme ça disponibles. Ça nous change de ce qu'on utilisait des fois avant. Parfait, merci bien. Merci à toi. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a quelques questions à poser avant qu'on enchaîne sur l'impact dans la comptabilité, s'il vous plaît? N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Alors, j'ai une question. La plateforme peut être utilisée avec d'autres logiciels comptables source ou uniquement Sage? Absolument, absolument, en fait. Là, c'est qu'il y a des liens, en fait, avec Sage et cette plateforme-là. Mais si vous avez d'autres outils de compta, en fait, on peut très bien importer une balance. Un truc que Salah aussi, il a dit, il y a aussi une spécificité dans Uloa, c'est pour la reprise de données, parce qu'à partir d'un fichier EDI que vous récupérez de vos historiques de l'ancien outil de l'IAS, et ben en fait, ça reconstruit en fait l'ensemble du paramétrage et ça remet le N-1. Et donc comme ça, en fait, l'initialisation de cette fiscalité est très simple. Vous avez un import standard ici, EDI TDAC, et on va photocopier votre EDI et le coller directement dans l'application, comme si vous aviez fait l'alias directement dans l'appli, et ce qui vous permet d'avoir des comparatifs, les ouvertures des tableaux en flux, etc. etc. Et pour, oui, effectivement, vous pouvez importer une balance. Alors, il y a une autre question. Est-ce que c'est utilisable avec Sage 100 aussi? Parce que vu que vous évoquez que la 1000. Alors, absolument, c'est utilisable avec Sage 100, sauf qu'il n'y a pas de pont direct pour l'instant avec Sage 100, mais c'est comme un autre outil, en fait. On fait des exports et des réimports de balance. Ça prend quelques secondes pour pouvoir le faire. Si vous voulez, juste pour montrer le principe, si j'utilise pas 1000 ou X3, donc je vais importer manuellement une balance. Votre balance, je prends encore quelques secondes, mais pour démystifier un peu la chose, c'est que si j'ai une balance, allez, on va prendre celle-là. J'ai une balance qui a cette tête-là, pardon pour l'expression, dès qu'elle arrive. On y va, mon grand. Voilà. J'ai une balance qui a cette tête-là, numéro de compte intitulé débit crédit. Globalement, dans cette fiscalité, dans les formats d'import-export, on va lui dire, tiens, je veux ajouter un format d'import de balance. On va l'appeler, pardon pour l'originalité, on va l'appeler Toto. On va lui dire que c'est un fichier Excel. Je vais aller chercher le fichier que je viens de vous montrer. Hop. Et on va lui dire ici, voilà, le numéro de compte, il est à tel endroit, le libellé, il est à tel endroit, le débit ici, son acolyte, le crédit est là, j'ai un en tête, donc on va lui dire, tu commences le départ à la ligne 2,
et quand vous faites enregistrer, voilà, vous avez créé votre script d'import. Donc, quand vous vous retrouvez dans une liasse ou dans l'outil d'import de balance, on va lui dire importer, Toto, la balance, hop, et on va vous dire, voilà, votre balance, elle est équilibrée, elle est prête à être importée. Attention, moi j'ai déjà des balances sur Abelia, donc il faut que je me méfie. Donc voilà, en quelques clics de souris, en moins de 30 secondes, j'ai créé le script et j'ai importé ma balance sur ma liasse fiscale. Donc j'utilise 1000 ou X3, c'est super, bah, j'ai le déversement. J'utilise autre chose, j'ai pas non plus une épreuve insurmontable pour pouvoir importer la balance. Voilà, c'était pour répondre à cette interrogation et un Parfait. peu voilà, démystifier Merci. des scripts d'import. Autre question, Jessica? Oui, si on modifie la plage de compte, cela modifie aussi le N-1. Non, surtout pas. Surtout pas. On ne modifie pas le N-1, le N-1 va On n'a être pas le droit. figé, et donc on va pas le modifier, puisqu'on va se retrouver avec des problèmes d'intangibilité, d'ouverture, des choses de ce type-là. Donc non, non, on va pas les modifier directement. Cette Et application gardez à l'esprit va-t-elle aussi. Vas-y, Jessica. Oui, vas-y. cette application va-t-elle remplacer Sage État financier? Alors absolument, hein, pour la gamme, alors pour la gamme 1000, c'est déjà le cas et la gamme X3 et bah, pour la gamme 100, en fait, avec les états comptables et financiers, on garde justement cet import puisque c'est une base commune, hein, mais voilà, ça peut être utilisé, mais sur la partie 1000 et X3, cet outil va complètement remplacer les ECF. Dans la version Sage 100, comment se fait le lien avec les IMO entrée-sortie? Alors, bah là, en fait, c'est pareil puisque donc la gestion des IMO se fait directement dans Invoque. Il n'y a plus le lien, vu que c'est pas un produit qui est attaché, il n'y a plus le lien, en fait, la possibilité de transférer les IMO. Mais Invoque, il a une spécificité pour la gestion des IMO. Ça là, sur la 2054 et 2055, en fait, la balance te suffit. Tu n'as pas besoin, en fait, des mouvements détaillés. Alors, s'il y a quand même besoin, après, le mode de fonctionnement, que ce soit enfin, pour tous les tableaux en flux, hein, que ce soit IMO, amortissement ou provision, on a essayé d'automatiser un maximum de choses. Donc globalement, désolé, c'est un petit peu long, mais globalement, l'ouverture, elle vient de l'exercice précédent, donc j'ai rien à faire. Hein, si je prends, tiens, on va prendre les amortissements, ce sera plus simple. Donc globalement, l'ouverture, bah, on vous dit, on va chercher la même zone, mais en N-1. La clôture, on va aller chercher la fourchette de compte, le solde final de la balance, d'accord. L'augmentation, c'est une formule qui vous dit, bah, c'est clôture moins ouverture moins les diminutions. Et donc ici, globalement, le principe, ce sera de dire, je n'ai que les diminutions à renseigner C'est ça. pour que tout le reste s'automatise. Donc ça, c'est saisissable, c'est importable depuis Excel. Et donc globalement, si vous avez aucune diminution, bah, aucune session d'IMO, bah, ce document est rempli de manière automatique. J'ai pas besoin de plus. Sinon, j'aurais voilà quelques lignes à saisir. Alors, effectivement, quelques lignes, si je gère 100 sociétés, ça fait beaucoup. Dans ces cas-là, depuis votre outil comptable, si vous êtes capable d'extraire la liste des Ouais. diminutions sur un fichier Excel, ben, on pourra l'importer en mono ou en multi-société. Et ça, que ce soit pour les IMO, les amortissements et aussi les provisions. Pour l'instant, je ne vois pas d'autres questions. Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup. Donc on va passer en fait maintenant aux incidences là assez rapidement dans la comptabilité. Donc je vais essayer de reprendre la main. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc vous voyez bien mon écran. C'est bon, Jessica? Oui, on voit. Donc Sage nous a préparé en fait un document hein, sur ces incidences en fait sur cette loi, nouvelle loi d'ANC. Hein, donc ce document que je vais vous présenter hein, et que je vais défiler pour avancer en fait sur un peu plus de détails, surtout au niveau comptable. D'accord? Donc dans le cadre de cette loi, une petite introduction, comprendre ce que c'est.
les étapes produit utilisateur, la proposition de valeur par rapport au produit Sage et une conclusion, une séance de questions et réponses. Voilà, donc très rapidement, hein, donc cette loi est passée au journal officiel le 30 décembre 2023. Hein, sa date d'application sera pour l'année 2025. Voilà, avec anticipation possible si vous voulez voir les incidences. Alors, les objectifs de cette... donc, faciliter la digitalisation des comptes annuels des entreprises, actualiser les modèles de compte et le plan comptable et simplifier les modèles de comparaison. C'est qu'on avait l'habitude toujours d'en avoir beaucoup, nous. Et donc là, ils ont essayé de simplifier un petit peu les modèles et de se rapprocher par rapport aux normes internationales, comme d'habitude. Donc, ces impacts directs, on va retrouver donc les points les plus importants hein, sont en fait supprimer la technique du transfert de charge, avoir des états simplifiés, une nouvelle présentation des informations dans l'annexe, redéfinir le résultat exceptionnel pour en remonter beaucoup dans l'exploitation et avoir un plan de comptable unifié avec des comptes obligatoires et facultatifs. Voilà, donc si on voit la suppression du transfert de charge, donc cette opération comptable hein, qui ajuste le compte de résultat va être en partie, enfin, la charge est déjà affectée. Donc en fait, on va enlever en fait ces possibilités d'utiliser le transfert de charge. Donc il y a des affectations directes sur les comptes. Hein. Si on voit le compte 791, il a été transformé en subdivision, par exemple, un remboursement d'assurance sur un compte 758. Donc voilà, il y aura pas mal de petites subtilités que je vais essayer de vous montrer et qu'il faudra corriger avec votre expert comptable pour voir les incidences que ça représente. Mais si on prend un exemple, voilà, l'exemple que l'on fait assez régulièrement, c'est sur les remboursements ou des compensations des charges de personnel. On passait ça par un compte 74 pour les subventions et là maintenant on arrive directement en fait dans l'exploitation avec l'utilisation du compte 649, un nouveau compte remboursement de charges de personnel. Voilà. Et pour les indemnités d'assurance, on fait la même chose. Hein. Beaucoup de choses passent directement en exploitation pour la présentation en fait du compte de résultat. La réforme du résultat exceptionnel, il y a une nouvelle notion qui est arrivée, c'est l'événement majeur et inhabituel. Hein. Donc il y a beaucoup de choses aussi, c'est pareil, qui vont passer dans l'exploitation, notamment tout ce qui est cession d'actifs. Hein. Donc les 675 et 775 que l'on connaît bien, et on va les transformer en 757 et 657. Hein. Donc, tout ça, c'est géré maintenant au niveau de l'exploitation. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que dans les produits, hein, il y aura des changements de schéma comptable, par exemple des comptes des IMO, hein, pour changer les familles et changer en fait les comptes qui sont déjà paramétrés pour que en fait dans la compta, maintenant, il y ait des nouvelles affectations qui arrivent. Voilà, la modification des états financiers. Hein, donc, ils ont en fait, il n'y a plus que 2 modèles. Il y avait 7 modèles qui existaient en fait pour la présentation des bilans et des comptes de résultats. Ils en ont sélectionné plus que 2. C'est déjà pas mal, avec surtout la gestion du compte de résultats en lice. Modification du plan comptable, donc quelques petits ajustements, mais qui sont quand même pas négligeables. Vous allez voir, ils ont créé en fait des nouveaux comptes obligatoires et facultatifs, ils ont changé des libellés, il faut mettre en sommeil certains comptes, il y aura des réimputations à faire et il y a des changements d'habitude métier. Il faudra sans doute adapter ça, donc il faut regarder dans sa globalité, hein, chaque fois qu'il y a des plans de compte, est-ce qu'il y a des incidents sur les interfaces, est-ce que mon reporting va être affecté, etc., pour qu'on ait une nouvelle visualisation hein, conforme à cette réforme. Donc, un des exemples, le compte 514 des chèques postaux, hein, qui est de moins en moins utilisé, hein, mais n'existe plus hein, dans le plan comptable, ça devient un journal classique de type 512. La même chose, on voit en fait que sur quelques comptes, ils ont modifié les libellés, hein, donc c'est vraiment des petites modifications à la marge, hein, mais voilà, qui peuvent avoir leur importance sur les constructions. Par exemple, il y a une nouvelle définition en fait des constructions avec des nouvelles subdivisions.
Voilà, même chose après sur l'ensemble de certains comptes, hein, avec des modifications sur les charges à payer ou des choses comme ça. Voilà, je passe assez vite hein, parce que c'est vraiment pour montrer en fait les différents exemples, hein, mais après on va s'enrichir et puis ça sera à vous de voir directement à votre expert comptable pour voir ça. Mais en fait, ces comptes-là sont tout simplement supprimés, hein, notamment tout ce qui est transfert de charges. Donc attention, puisque nous, ce qu'il faudra qu'on voit bien, hein, c'est que ils soient mis en sommeil et que dans les reports à nouveau sur certains comptes de bilan, on voit les incidences que ça a, on garde la vision des historiques, comme dit Salah, on ne change pas en fait le passé. Donc voilà, il y aura quelques aménagements à faire pour que les écritures d'un compte puissent être basculées sur un autre, mais tout en gardant en fait la trace de l'existant et tout en le mettant en sommeil pour éviter qu'il y ait des nouvelles écritures qui viennent se mettre dessus. Voilà. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est la notion en fait, voilà, obligatoire et facultatif. Donc, on voit maintenant que le 401, le 404 et le 408 deviennent en fait des informations assez obligatoires, des comptes obligatoires. Donc, qui veut dire, attention, est-ce que ma compta est bien tenue? Est-ce que ces comptes-là, ils sont bien auxiliarisés pour que je puisse savoir la détail et que je vois en fait ma créance à plusieurs niveaux hein, entre les fournisseurs et les factures non parvenues. Par exemple, donc ça, c'est des choses qui sont quand même assez intéressantes à faire et qui vont devoir dans la meilleure visibilité au niveau de l'auxiliarisation des comptes. Voilà, au niveau de la modification de l'annexe, le tableau de flux de trésorerie et le tableau de financement qui sont des tableaux de mouvement, hein, comme l'a dit Salah, qui a été mis tout en bas en fait de l'annexe et qui était assez complexe, qui vont retrouver un petit peu de lumière et qu'il faudra remonter dans l'annexe. Donc là, ces tableaux-là, ils sont quand même assez complexes à étudier hein, et à travailler. Mais c'est très intéressant. Voilà, donc l'impact produit, donc le plan de charge qui est fait donc sur fin 2024, hein, il va y avoir en fait des versions qui vont sortir par rapport au logiciel Sage, hein, avec la possibilité en fait d'adapter en fait le plan de compte, d'avoir sans doute en fait une facilité pour pouvoir basculer les écritures sur un autre compte, garder l'historisation de ce compte-là avec peut-être des dates d'historisation pour bien assurer que on complète le millésime. Il y aura naturellement des affectations dans les modèles en fait de BI sur les comptes de résultats et les bilans qui sont livrés automatiquement avec Sage BI et par Sage. Donc là, il y aura les aménagements qui vont être pris en compte. Hein. Et puis après, dans la campagne 2025, voilà, comme a dit Salah, en fait, avec Sage fiscalité. En fait, les nouveaux modèles de plaquettes, l'actualisation des états, le nouveau plan de compte de la nouvelle analyse va s'enrichir de la solution et on va pouvoir, en fait, comme ça, regarder tout ça tranquillement. Bien se préparer après pour envoyer, mais que sur l'année 2026. Donc, on a sur cette fin d'année, si il y en a qui veulent voir les impacts des changements, sur l'année 2025, il faudra bien corriger, hein, donc soit le faire au 1er janvier, ce qui est idéal, mais dans les périodes de clôture, c'est jamais facile de faire tout ça. Hein, mais sachez que après, sur l'année 2025, si on ne le fait que sur le cours d'année ou en fin d'année, il faudra réguler après certaines écritures et regarder en fait les impacts. Voilà, donc le plan de livraison sur Sage Fiscalité, donc fin d'été, les plans de comptable qui arrivent en étude. Et puis à la fin 2024, toutes les nouveautés qui vont arriver en fait directement dans l'application. Et comme cette fiscalité hein, est en mode SaaS, en fait tout va arriver et va enrichir la solution en fait directement. Donc la projection, donc mise à jour des applications, hein, donc il se peut en fait, enfin il y aura un patch en fait qui sortira sur les versions Sage. Donc voilà, toujours Sage avec chaque nouveauté légale. Hein, ce qui arrive sur l'ANC, tout ce qui nous attend sur la facture électronique, hein, il est toujours impératif d'être dans les dernières versions de Sage qui nous permet de profiter en fait de tout ce qui est réglementaire et qui sera intégré directement à l'application produit. Hein. Donc sur la 1000 par exemple, c'est la V11 qui supporte en fait l'ensemble de ces nouveautés et l'ensemble de ces mises à jour automatiquement. D'accord ?
Donc, la mise à jour des produits, l'actualisation en fait du plan de compte, le retraitement des à nouveau, des adaptations et de tous les états BI personnalisés, la mise en sommeil des anciens comptes. Voilà. Donc, la proposition de valeur, je pense qu'avec cette fiscalité et ce que Salin vous a montré, donc on a bien vu que c'était une interface épurée, que par rapport à la mine, on se retrouve dans un même environnement monobase. Hein, vous avez toutes les sociétés au sein du même endroit, hein, donc vous avez une vision globale. Qui c'est notre passerelle vers la DGI. Hein. Donc, on va lancer un maximum de déclarations avec ça. C'est un outil SaaS maintenant full web, donc voilà, intégré à son portail déclaratif. Hein. Donc, comme ça, au moins, tout ce qui est réglementaire est mis à jour directement. Et puis, on a des API pour récupérer les balances de sales. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut récupérer aussi bien des balances de mouvement que des balances en fait de solde, et on peut créer automatiquement les dossiers. Et nous, on travaille activement aussi pour récupérer toutes les informations de TVA, hein, pour que ça soit la plateforme qui envoie les informations de TVA. Voilà, et les impacts, les impacts directement dans les produits, hein, donc des plans de fourchette standard qui seront modifiés, et les utilisateurs auront des plans personnalisés pour pouvoir corriger ça. Donc, toujours le même principe, hein, bien comprendre et analyser les impacts de la réforme, hein, même si ça a l'air d'être très simple, hein, puisque c'est le gros, c'est sans doute les transferts de charges et le résultat exceptionnel. Il y a quelques subtilités qui seraient bon quand même de prendre en compte sur l'enregistrement d'écriture un peu spécifique. Donc, attention au plan de compte, attention au schéma comptable, notamment des IMO où il faut enlever les 675. Attention aux états de reporting où il y aura quelques retraitements, et surtout, en fait, au niveau de la post-clôture, puisque une fois que vous aurez fait votre clôture sur 2024, par exemple, si vous avez des chèques postaux sur le 514, il faudra en fait corriger en fait les informations, hein, garder naturellement le report à nouveau et après réaffecter. En fait, c'est les modifications. Voir si, alors, les imports avec les logiciels métiers, s'ils vous remplissent certaines informations qu'il faudrait changer, hein, toujours penser à l'ensemble de la cartographie de vos flux. Voilà. Ensuite, donc, préparer ou anticiper, c'est surtout en fait en termes d'être dans les dernières versions des outils, toujours très important. Et puis, au niveau de la clôture, voilà, faire attention après sur la suite pour être tranquille sur la liasse fiscale 2026. Voilà, quelques questions. Juste avant qu'il y ait les questions, en fait, je voulais aussi vous présenter l'équipe d'Apogea qui s'occupe particulièrement en fait de cette fiscalité. Hein. Donc, nous travaillons avec Philippe Barbier, hein, qui est un consultant externe, mais qui a été l'ancien directeur fiscal de NJ, hein, qui nous sert en directeur de projet et qui chapeaute une partie de nos équipes et qui nous permet de bénéficier de son expérience forte métier en termes de fiscalité. Après, nous avons 3 consultantes en fait spécialisées sur cette fiscalité, hein, donc Ilham, Cécile et Laura que vous connaissez sans doute, et puis toujours Jean-Michel qui nous garantit en fait les différents traitements techniques, la gestion des API et des liens qu'il peut y avoir entre la MIL et cette fiscalité. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on a tenu le timing, donc c'est parfait. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions. Jessica, est-ce qu'il y a des questions? Oui, pour la version Sage 100, quelle version est nécessaire pour intégrer le nouveau plan comptable fin 2024? Alors, c'est une très bonne question. Donc là, je pense, alors moi je suis pas spécialiste de la 100, donc je ne vais pas dire de bêtises. Donc on va noter la question, et Jessica, et puis je leur dirai, on leur dira ensuite. Ok, pas de souci. Sur la version Sage 100, y aura-t-il une mise à jour de Sage état financier si on ne souhaite pas passer par cette application? Absolument. Absolument. Il y aura Sage état financier, va suivre, il est attaché à la 100, et naturellement, toutes les modifications dont on a parlé seront aussi intégrées dans Sage état financier, avec la même chose que ce que ça a indiqué, un nouveau plan de compte, les aménagements des annexes, et puis d'autres choses aussi.
Alors, j'ai une autre question. Notre exercice est du 1er avril au 31 mars de l'année précédente. Quand devons-nous appliquer l'actualisation du plan de compte? Ah oui, d'accord. Ça, à ton avis, ça sera quand? Ça sera avril 2026? Alors, j'ai pas entendu le début de la phrase en revanche. Ça va? Je vais Oui, je répéter. t'entends. Oui, Ouais, moi je veux bien. aussi, je pense, hein. Donc, je pense que là, en fait, dans le cadre. Ah, ça grésille? Je sais pas si c'est moi ou toi. Oui, ouais, ça grésillait, j'ai pas entendu le début de la question, donc c'est pour ça que je demandais à Jessica si elle pouvait répéter. Je vais Donc, en répéter. fait, c'est dans le cadre. Tu m'entends bien, ça va? Oui, vas-y. Ouais, ouais. Voilà, c'est dans le cadre des exercices décalés, en fait, ça là. Hein, quand l'exercice il commence, il finit en fait sur mars 2025. En fait, cette application de sa réforme sera en fait sur l'exercice en fait de l'année suivante. Hein. Il n'y aura pas du tout d'impact en cas d'exercice décalé directement sur l'alias de cette année, de toute manière. C'est à voir parce que c'est avant tout une réforme du plan de compte, donc avec un impact sur les états financiers, mais quelle est l'obligation au niveau comptable? Ce sera côté comptable qu'il faudra regarder. Nous, on livre des millésimes, donc suivant le millésime que tu as à utiliser, bah, tu auras l'impact ou non. C'est à creuser. D'accord, donc eh ben, on va encore noter la question. Hein, parce que moi, ça grésille. C'est qui grésille? Jessica, c'est moi ou c'est ça là? Moi, j'entends pas, donc je sais pas trop. Bon. Donc on va noter la question et on essaiera d'y répondre aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jessica? Je ne vois pas d'autres questions. Il n'y a plus de questions? Non, je vois pas d'autres questions, non. Ok. Eh ben parfait. Eh ben nous sommes bien dans le timing. C'est très bien. Ben, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci en fait d'avoir assisté nombreux à cette présentation. Et puis si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous les remonter. On se fera un plaisir de revenir vers vous. Bien, merci à Merci. tous. Bonne fin de journée. Merci, au revoir.